Voilà, donc bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. Désolé pour pas être avec vous en présentiel. Je vais faire au mieux pour être clair en étant loin. Alors voilà, donc ça c'est les titres de mon exposé aujourd'hui pour cette conférence. Je me présente rapidement. Je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'IRIT de Toulouse, c'est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et je suis responsable de l'équipe Enfin, à la base, nous sommes en équipe en logique formelle et appliquée à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. C'est ma spécialité principale. Et voilà, l'idée de l'exposé, c'est vous faire un peu expliquer un peu ce que c'est notre domaine, de façon, j'espère, la plus claire possible. Et surtout, aller voir qu'est-ce que c'est l'intelligence, quel type d'intelligence on essaye de reproduire et de simuler dans des artefacts, donc dans des machines. Et voilà, donc dans quel sens ces machines sont intelligentes et comment elles arrivent à être intelligentes. Donc l'IA, c'est de plus en plus pervasive, on la retrouve partout, dans nos téléphones, dans nos connexions de tous les jours, dans nos activités quotidiennes, au moment qu'on essaie de commander un repas par une application. Donc, on utilise des outils issus de l'intelligence artificielle et pas que. En fait, quand on va à l'aéroport, il y a des caméras qui nous observent et qui détectent déjà notre billet ou l'avion. Donc, il y a des techniques de reconnaissance, des reconnaissances qui vont de reconnaissance très simple, et ça peut être un numéro sur un billet, jusqu'aux reconnaissances faciales qui vont donc dire à cette personne, qui vont reconnaître notre identité. Donc voilà, donc pour vous dire actuellement on la retrouve partout, cette notion d'intelligence artificielle. Voilà, donc alors j'essaie juste de vous donner une définition générale. Donc ça, c'est une définition qui date un peu, c'est la définition qui a donné Herbert Simon en 93. Euh, Simon a été prix Nobel en économie. Donc, vous pourrez vous demander qu'est-ce qui fait un économiste dans votre domaine. Eh ben, notre domaine de recherche est un domaine, on dit, interdisciplinaire. Donc, on est constamment en connexion avec d'autres disciplines, que ce soit la psychologie, l'économie, les sciences sociales plus généralement. Et donc, Simon était à la fois un des pères fondateurs de l'IA, mais aussi un économiste. Parce qu'en fait, il s'intéressait surtout à comment les humains prennent des décisions et ensuite comprendre comment cette façon de prendre des décisions peut être reproduite dans un système artificiel. Donc, pour lui, l'intelligence artificielle s'occupe des phénomènes qui concernent les ordinateurs. Donc, elle fait partie de l'informatique, mais elle fait partie aussi de la psycho et des sciences cognitives, car euh, en fait, elle essaie de reproduire dans une machine des tâches qui, si exécutées par un humain, on dirait qu'elles requièrent de l'intelligence et de la réflexion. Ça, c'est l'idée d'IA de la part de Simon. Donc, comme je viens de vous dire, l'IA est forcément en connexion avec d'autres disciplines. En France, quand on parle d'IA, mais pas qu'en France, actuellement, l'IA, c'est centré dans les domaines informatiques, mais euh, elle est constamment en connexion avec les sciences cognitives, avec la psychologie, la philosophie aussi, et l'économie. Les applications, donc je les ai un peu mentionnées. Là, je vous fais juste une liste très certainement non exhaustive des applications issues de l'IA, ou au moins auxquelles l'IA s'intéresse. Nous avons les jeux vidéo pour les jeunes, ou pas, enfin, même pour nous, hein. Enfin, il y a des adultes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a les robots assistants à la maison. Donc ça, c'est vraiment pour les robots assistants, on appelle l'intelligence euh, spatiale. Donc ce sont des intelligences qui constituent les systèmes dans un environnement spatial, physique.
Alors que dans les jeux vidéo, typiquement, ce sont des environnements simulés ou virtuels. Donc l'intelligence est dans un contexte qui n'est pas le contexte de la physique, du monde physique. Après, là, on a les chatbots et les agents conversationnels animés. Bon, vous connaissez, j'imagine, tous ChatGPT ou généralement les LLM. En anglais, ce sont les Large Language Models, les modèles larges des langages. ChatGPT, c'est juste une des applications de LLM. Quand on parle des agents conversationnels animés, on va au-delà. Il y a des questions? Non, Non. ok, c'était juste un bruit. Donc, en fait, ChatGPT, c'est du texte. Quand on parle d'agents conversationnels animés, on va dans une dimension c'est la dimension multimodale. Ça veut dire quoi, dimension multimodale? Ça veut dire que les systèmes, ils ne communiquent que par les langages verbaux, mais ils communiquent aussi avec les corps, ils communiquent avec les visages, et donc ils communiquent par les expressions. Donc, souvent, les agents conversationnels animés, typiquement, ce sont des systèmes qui utilisent une communication multimodale. Multimodale dans le sens qu'elle passe par plusieurs modalités à la fois, et souvent en parallèle. Visage, corps, langage, et après il y a la difficulté de tout synchroniser, toutes ces différentes modalités. Après, nous avons ici les drones. Ça, c'est les domaines plus les militaires. De plus en plus, les militaires essaient d'embarquer dans leur système l'IA. Et à côté, vous avez les véhicules autonomes, Google et pas que, hein. Donc, on entend de moins en moins parler des véhicules autonomes, mais il y a eu un moment où on parlait beaucoup de ça. On peut discuter pourquoi on en parle moins, parce que c'est difficile de faire des systèmes d'IA qui sont capables de se déplacer dans un espace physique. Ça, c'est le gros problème, hein. Alors que les systèmes dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme ChatGPT, ce sont des systèmes qui ne sont pas des systèmes situés dans l'environnement physique, ce sont des systèmes qui communiquent. Voilà, donc ça, on ne retrouve pas les difficultés qu'on retrouve à embarquer l'IA dans des systèmes physiques. Donc maintenant, je vais juste vous expliquer un peu c'est quoi l'intelligence, qu'est-ce qu'on essaie de modéliser, qu'est-ce qu'on essaie de représenter, qu'est-ce qu'on essaie de reproduire dans des systèmes artificiels. Donc, il y a une définition générale qui date, c'est la définition d'intelligence qui est donnée par les tests de Turing. Est-ce que vous connaissez, je pense, vous avez dû entendre parler d'Alan Turing, qui est le père de l'informatique. C'est celui qui a inventé, enfin, il n'a pas inventé parce que ce n'est pas une création, il a proposé l'idée de la machine de Turing, qui est le concept à la base duquel sur lesquels se base la notion d'ordinateur moderne. Donc, les ordinateurs qu'on utilise tous les jours aujourd'hui se basent sur l'intuition révolutionnaire d'Alan Turing de la machine de Turing, que c'était un ordinateur vu d'un point de vue très physique, si on peut dire. Après, si vous voulez, je vous raconte plus tard ce que c'est une machine de Turing pour, pour ceux qui sont intéressés. Mais Turing a pas que proposé cette idée de la machine de Turing, il a aussi fait des travaux autour de l'intelligence artificielle au début de notre discipline. Donc il y a cette idée du test de Turing c'est pour dire si une machine est intelligente ou pas. Donc qu'est-ce qu'il propose Turing de faire? Donc si vous avez vu les films Imitation Game, ça parle de ça un peu. On parle du test de Turing. C'est un film, il doit dater 4 ou 5 ans. C'est là un film biographique sur Alan Turing qui s'appelle The Imitation Game. Dans Imitation Game, c'est cette situation-là. Vous avez un humain qui est connecté à un ordinateur. Vous l'avez ici, en haut. Et il est connecté au même temps avec un ordinateur, donc une machine artificielle, un agent artificiel, et avec un autre humain. Donc, ils communiquent une fois avec l'un et après avec l'autre. Donc, la question, c'est est-ce que l'humain, il arrive à distinguer qui est l'humain et qui est la machine dans son interaction? Si la machine arrive à tromper l'utilisateur, donc à lui faire croire que c'est elle l'humain, eh bien, selon les tests de Turing, on peut dire qu'elle est intelligente. Donc, dans ce sens, elle est capable d'imiter. Voilà.
Donc ça, c'est la notion d'intelligence, une notion d'intelligence qui permet de dépasser les tests de Turing. Donc ça revient un peu aujourd'hui les tests de Turing parce que quand vous interagissez avec un système comme ChatGPT, dont je viens de vous parler, la question c'est est-ce qu'il passe les tests de Turing enfin, si vous interagissez un petit peu avec ChatGPT, vous trompez. Ça donne un peu l'impression d'être presque un humain. Mais après, on n'est pas encore. Il y a façon de voir que c'est pas un humain. Si vous allez comment dire, un peu plus en profondeur, il passe des tests de Turing en surface, mais après, surtout pour les experts comme nous, il y a façon de voir que c'est pas un humain. Donc après, en fait, par exemple, même les raisonnements qu'il est capable de faire, parfois, ils sont très limités, alors qu'un humain, il ferait des raisonnements beaucoup plus corrects. Par contre, là, on va avoir une notion d'intelligence. Donc là, j'abandonne un peu les tests de Turing. Je vais essayer de dire qu'est-ce que c'est l'intelligence d'un point de vue fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment l'approche qu'on essaie de suivre en recherche. En fait, il n'y a pas qu'une seule intelligence, hein. Donc ça, c'est un point important. Quand on dit machine intelligente, c'est intelligent par rapport à quoi? Ça, vous l'avez chez les humains aussi. On peut être intelligent dans le sens qu'on est capable de passer un test de QI, mais on est autiste, dans le sens qu'on est totalement incapable d'avoir des relations sociales. Donc on peut être très intelligent d'un point de vue QI, pour tout ce qui est tâches analytiques, on passe les tests de QI avec des résultats excellents, mais si on ces relations avec les autres, on va avoir des difficultés. Ça, ce sont des intelligences plutôt analytiques, mais qui manquent de ce qu'on appellerait une intelligence sociale. Et il y a des profils, même chez les humains, qui sont très forts sur des types d'intelligence et moins fortes sur d'autres types d'intelligence. Et ici, ce que je vais vous dire, c'est effectivement, même nous, chercheurs en IA, on s'intéresse à plusieurs types d'intelligence. On a des spécialistes sur deux types d'intelligence, on a d'autres spécialistes sur d'autres types d'intelligence, etc. Donc, quels sont les différents types d'intelligence qu'on essaie de reproduire? Eh bien, l'intelligence peut-être la plus prototypique, si on peut dire comme ça, c'est les raisonnements. C'est-à-dire, on est capable de faire des raisonnements et des déductions qui sont logiquement correctes. On sait faire des analogies et on sait construire des arguments, argumenter dans les contextes d'une conversation et détecter ce qui sont des arguments corrects et détecter par contre des arguments qui ne sont pas corrects d'un point de vue logique. Donc le raisonnement, typiquement, c'est tout ce qui appartient au domaine, tout ce qui pertient au domaine de la logique formelle, la logique, le raisonnement logique. Après, il y a l'intelligence décisionnelle et l'autonomie. Dans quel sens on peut être intelligent d'un point de vue décisionnel et d'un point de vue de l'autonomie? Ça veut dire qu'on est capable de former nos propres croyances et nos propres connaissances à partir des données qu'on perçoit, ok, par la perception. Et là, on est dans les domaines de la décision. On est intelligente dans le sens qu'on est capable de prendre des décisions de façon ou bien optimale ou au moins de façon satisfaisante pour atteindre nos propres buts et pour satisfaire nos propres désirs. Ça, c'est tout ce qui est intelligence décisionnelle. Et pour finir, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à reproduire dans des machines, c'est tout ce qui est autoréflexion. Donc nous, les humains, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. C'est l'intelligence des métaniveaux ou la métacognition, c'est-à-dire qu'on est capable d'exercer de l'autocontrôle sur nos propres motivations et pulsions. Ça, typiquement, c'est quand vous avez on a de la force de volonté. Ça, c'est typiquement la force de volonté, si vous voulez utiliser un jargon plus d'essence commun. Et ça, c'est pas facile à reproduire dans une machine. C'est vraiment, ça demande de la métacognition. Après, il y a l'intelligence sociale, donc je viens un peu de me parler. Ça, c'est la sphère de la théorie de l'esprit. C'est-à-dire, quand on a de l'intelligence sociale, on est capable de faire quoi? On est capable d'attribuer des états psychologiques aux autres personnes avec lesquelles on interagit. C'est-à-dire, je parle avec quelqu'un, je suis capable de déduire, d'inférer ce qu'il veut, je suis capable d'inférer ses préférences à partir de ce qu'il me dit et à partir de ce que j'observe de ses comportements. Si je vois quelqu'un rentrer dans une pâtisserie et sortir dégoûté, je vais peut-être avoir les doutes qu'il n'aime pas les gâteaux.
Voilà, ça peut être c'est de l'attribution d'états mentaux, d'états de préférence. OK? Après, donc ça, c'est la théorie de l'esprit. Cette théorie de l'esprit, c'est vraiment un terme technique qui est utilisé à la fois en psychologie et que nous, en IA, on essaie de reproduire. On veut des machines qui ont cette théorie de l'esprit, c'est-à-dire la reconnaissance des états psychologiques des autres. Et après, il y a l'intelligence liée à la communication. Et ça, c'est une partie de l'intelligence sociale, parce que la communication, on pourrait dire que c'est peut-être les noyaux, les centres de l'interaction sociale. On est capable, par les langages verbal, par les gestes, par les expressions du visage, de communiquer avec les autres. Après, il y a l'intelligence normative qui rentre dans l'intelligence sociale. On sait reconnaître les normes de la société. Et après, nous avons l'intelligence éthique. Nous avons, et on se conforme en plus à nos valeurs moraux et nos valeurs éthiques qui sont issues de notre éducation. Certaines valeurs sont innées. Donc après, vous pouvez me demander, oui, chez les humains, certaines valeurs éthiques sont innées. Et dans les machines, il n'y a pas une notion d'évolution biologique dans les machines. Bien sûr, donc ça, on pourrait dire que c'est lui qui les met dans les systèmes, ces valeurs, c'est les concepteurs du système. On remplace la nature par les concepteurs du système. Voilà. Mais en tout cas, de plus en plus aujourd'hui, ça c'est une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle la branche de la machine ethics, l'éthique des machines. On essaie de développer des machines qui sont intelligentes d'un point de vue éthique. Après, il y a l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire reconnaître les émotions des autres, être empathique envers les autres, être capable d'exprimer des émotions et ressentir des émotions. Ça, j'aurais envie de barrer ça, la dernière ligne, parce que ressentir des émotions, on ne sait pas les faire dans des machines. On sait juste simuler des émotions dans des machines, dans des systèmes artificiels. Ressentir, bon là, on va rentrer dans un débat que peut-être pour l'instant, il ne vaut mieux pas ouvrir, parce que c'est quoi les feelings, ça veut dire quoi ressentir une émotion? Est-ce que les machines pourraient être capables de ressentir des émotions? Mon point de vue est affirmatif dans le sens que les ressentis viennent du corps. Donc, vous ne pouvez pas avoir un ressenti émotionnel sans un corps. Mais on sait faire des corps artificiels. Un robot physique, il a un corps. Donc, on peut avoir des perceptions qui viennent de l'intérieur, du corps lui-même. Donc, on peut arriver à simuler une sorte de ressenti émotionnel, au moins dans ce type de système robotique. Ça, c'est mon point de vue. Après, on peut discuter. Après, il y a l'intelligence adaptative. Ça, c'est tout ce qui est... Bon, l'IA d'aujourd'hui, je l'ai mis en dernier, juste parce que j'aime bien dire, parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler d'intelligence artificielle, on l'associe de suite, en 3 secondes, au machine learning, à l'apprentissage automatique. Eh bien, du point de vue que je vous propose ici, c'est qu'une partie de l'intelligence. C'est pas que, en fait, aujourd'hui, on veut que faire de l'apprentissage, mais c'est juste une des intelligences. Enfin, on est capable d'apprendre. Mais notre intelligence, elle n'est pas juste basée sur l'apprentissage. On est intelligent aussi pour les raisons que je viens d'énumérer. Mais effectivement, l'intelligence adaptative, c'est une partie importante de l'intelligence. Donc, c'est s'adapter à l'environnement, donc apprendre à partir de nos expériences passées. OK, donc là, vous avez 3 applications qui se positionnent à différents niveaux de type d'intelligence dont je viens de parler. Vous avez par exemple AlphaGo. Est-ce que vous connaissez AlphaGo? Bon, AlphaGo, c'est le système qui a été développé il y a environ 6 ans, qui se base sur des techniques d'apprentissage automatique. C'est un système artificiel qui a réussi à gagner contre les champions du monde du Go. Alors que le Go est un jeu, d'un point de vue combinatoire, beaucoup plus complexe qu'un jeu comme les échecs. Donc on sait, enfin, les champions du monde artificiels des échecs, ça fait longtemps qu'ils gagnent contre les humains, alors que le Go, c'était jusqu'à il y a quelques années un vrai défi, parce que l'espace des recherches de Go est beaucoup plus large que l'espace des recherches dans des jeux plus simples comme les échecs. Mais enfin, on y est arrivé, grâce à des techniques qui se basent sur l'apprentissage profond. Donc là, vous avez donc AlphaGo, typiquement, c'est un système qui est intelligent d'un point de vue de la prise de décision, de l'apprentissage, parce que
il est capable de s'adapter de façon impressionnante à la stratégie de jeu de l'autre joueur. Donc vraiment, les techniques d'apprentissage sont incroyables dans ces types de systèmes. Donc on a un système qui est intelligent d'un point de vue de la prise de décision, d'un point de vue de l'apprentissage, et voilà. Mais ce n'est pas un système qui a de l'intelligence sociale, ce n'est pas un système qui a de l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas un système qui fait des vrais raisonnements parce qu'il n'y a pas du tout de la logique dans ces systèmes, mais il est très fort dans la prise de décision et il est très fort dans l'intelligence adaptative. Okay. Par contre, vous avez ici, bon, ça c'est un film Walt Disney, je ne me rappelle pas comment il s'appelle ce film, mais bon, en tout cas, c'est les robots compagnons. Il y a des applications, des robots compagnons pour l'assistance à domicile, et ça, c'est plutôt des domaines de l'intelligence sociale, de l'intelligence émotionnelle. Et là, vous avez la branche de la swarm robotics, c'est typiquement l'intelligence, c'est les robots qui agissent en groupe. Swarm, c'est les groupes d'oiseaux qui volent en se coordonnant parfaitement dans les... Vous voyez, enfin, les oiseaux qui arrivent à avoir ces formes incroyables quand ils volent en synchrone. Voilà, donc ça, la swarm robotics, c'est l'essai de développer des systèmes robotiques qui arrivent à se coordonner de façon très efficace. Il n'y a pas que deux robots, hein, c'est vraiment des groupes de robots très larges qui arrivent à se coordonner. Et donc, ça, c'est typiquement de l'intelligence sociale très fine. OK, donc là, je vais juste vous parler un peu d'une distinction très importante. Alors, je vous ai parlé jusqu'à là des types d'intelligence qu'on essaie de reproduire dans nos systèmes artificiels. Là, je vais vous parler de deux familles de systèmes d'IA. Ça, c'est une distinction très importante et je considère qu'elle est assez efficace. C'est la distinction entre IA symbolique et IA subsymbolique. Alors, l'IA symbolique, c'est, on peut le dire en trois mots, c'est l'IA qui est basée sur la logique formelle. Mais d'un point de vue philosophique, c'est l'idée que, en fait, l'intelligence, une machine pour être intelligente, mais pas qu'une machine, hein. En fait, notre capacité à être intelligent, ça se base sur la capacité à effectuer des opérations sur des symboles. C'est comme faire des maths, si vous voulez. OK? Et ça, c'est lié aussi à l'idée de Fodor. Fodor, c'est un philosophe de l'esprit qui dit que, en fait, notre esprit, notre pensée plutôt, est réalisée, elle a lieu grâce à ce que lui il appelle le langage de la pensée. Donc, selon cette vision de l'intelligence, on pense de façon intelligente grâce à la mise en œuvre d'un langage de la pensée. C'est un peu comme notre langage verbal. Donc, quand on pense, on se parle à nous-mêmes, vous voyez? Et donc, notre pensée s'organise grâce à comme une suite d'opérations sur des symboles. Voilà. Ça, c'est l'idée de la notion de langage, c'est la notion de langage de la pensée de Fodor. Et en fait, deux autres aspects importants, c'est le fait que ce langage est compositionnel. Ça veut dire qu'on compose des briques élémentaires, on les compose pour obtenir des briques plus complexes. Et en fait, nos représentations mentales sont localisées dans ces symboles. Et typiquement, comme je viens de le dire, ce type de dia symbolique, c'est s'implémente, c'est modélise grâce à la logique formelle. Après, il y a l'IA subsymbolique. Donc, on passe dans tout ce qui sont plutôt des modèles qui s'approchent au cerveau. Donc là, les modèles les plus connus et les plus utilisés, c'est les modèles des réseaux de neurones artificiels, ou en anglais Artificial Neural Network, et aussi les modèles d'apprentissage par renforcement. Alors, dans ce type de modèles, vous n'avez pas du tout de symboles logiques, vous n'avez pas du tout du langage de la pensée. Vous avez des systèmes qui simulent les cerveaux. Quand je dis simule les cerveaux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous retrouvez des neurones, vous retrouvez des connexions excitatoires et des connexions inhibitoires entre des neurones. Et voilà, donc, et on arrive à reproduire des tâches intelligentes
grâce à cette façon de simuler le cerveau. Donc la fonction intelligente est implémentée directement dans les réseaux de neurones artificiels. D'accord? Donc une distinction importante entre ce type de modèles et les modèles symboliques basés sur la logique, c'est que ici, les informations ne sont pas codées au niveau des symboles logiques, elles sont codées au niveau des poids des connexions entre les neurones. Ces poids de connexion peuvent être positifs, excitatoires, ou négatifs, inhibitoires. C'est vraiment comme un peu l'idée du cerveau. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Et après, dans ces types de systèmes, les représentations mentales, quand je parle de représentations mentales, c'est quand on pense, on s'imagine des choses. Si moi, je pense à ce que je vais faire demain, comment m'organiser pour partir à la mer demain. Supposons que je dois aller à la mer demain. Je vais commencer à penser dans ma tête à qu'est-ce que je vais mettre dans la voiture, ce que je vais mettre dans ma valise, ce que je vais mettre dans la valise de mes enfants, etc., etc., etc. Je fais dans ma tête un plan. D'accord? Donc, toutes ces pensées qui est liée dans ma tête, elle est mise en œuvre par des représentations mentales. Donc, je vais avoir la représentation mentale du but à attendre, être à la mer demain. Je vais avoir la représentation mentale de ma valise qui va être dans un état initial vide et après, elle va être remplie après mon action de remplir la valise pour partir demain, etc., etc. Donc, vous faites votre plan dans votre tête et chaque composante de votre plan est une représentation mentale. Donc, dans l'IA symbolique, vous représentez ça avec de la logique. Dans des modèles subsymboliques, vous représentez ça ou bien de façon locale. Donc, chaque représentation est associée à un neurone, à un nœud du réseau. Ou bien, ça c'est l'approche distribuée, une représentation mentale, ce n'est pas juste un neurone du réseau, mais c'est un ensemble de neurones, c'est un pattern, c'est un ensemble de neurones du réseau que je viens de représenter. OK, donc ça c'est tout ce qui est un réseau de neurones artificiels. Et ensuite, après, il y a les modèles d'apprentissage par renforcement qui connaît un peu des psychos. Quand je parle de renforcement, c'est l'idée de la récompense et de la punition. D'accord? C'est l'idée que pour faire apprendre quelqu'un, que ce soit un humain ou que ce soit un système artificiel, on peut se baser sur des récompenses si on veut renforcer positivement l'action qu'il vient de faire, parce qu'on veut que dans cette situation-là, cette action soit faite de nouveau, parce qu'on pense qu'elle est bien. Si vous voulez éviter que quelqu'un fasse une action une deuxième fois dans une telle situation, vous lui donnez une punition. Ça, c'est les mécanismes du renforcement qui est utilisé massivement en IA. Okay? Ça, ce sont les systèmes d'apprentissage par renforcement. ChatGPT, que vous connaissez bien, c'est un système qui se base sur ce type d'apprentissage par renforcement. OK? Donc, juste pour vous donner un exemple de la représentation symbolique et subsymbolique d'une notion très simple, c'est l'implication logique. Si A, alors B. Donc ça vient d'Aristote, hein, l'implication. Ça, c'est le symbole d'implication. Vous pouvez imaginer A comme s'il y a un feu, A, alors il y aura de la fumée, B. A implique B. Si vous utilisez une représentation symbolique de l'implication logique, vous avez ce qu'il y a ici, c'est la table de vérité. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la table de vérité? Elle vous dit dans quelle situation A implique B est vrai en fonction du fait que A est vrai ou bien faux, et A et B est vrai ou bien faux. Donc, si A est faux et B est faux, alors A implique B est vrai. Si A est faux et B est vrai, alors A implique B est vrai. Si vous avez A qui est vrai et B qui est faux, vous avez A implique B qui est faux. A vrai, B vrai, A implique B est vrai. Donc ça, c'est la table des vérités pour l'implication. Donc là, c'est une représentation symbolique. D'accord? Si vous voulez représenter l'implication A implique B avec un réseau de neurones qui simule le cerveau, vous le faites comme ça. Vous avez deux neurones d'entrée A
et B. Ça, c'est les nœuds des inputs. Et vous avez un neurone des sorties X qui va vous dire si l'implication est vraie ou fausse. Et vous avez des poids de connexion qui vous dit la connexion entre A et X est inhibitoire, moins 1, et vous avez la connexion entre B et X qui est excitatoire, 1. Et qu'est-ce que vous avez là? Vous avez une somme pondérée qui va vous dire quelle va être la valeur des X en fonction de la valeur des A et des B. Donc, X, c'est à 1, donc vrai. Si la somme pondérée des A et B, donc où j'utilise, excusez-moi, là, c'est pas W1, c'est W2. C'est les poids qui va de B jusqu'à X. Okay, il y a une erreur. Donc, si j'ai fait W1 fois A plus W2 fois B, et je vois qu'il est plus grand ou égal à 0, alors la valeur de X sera 1. Elle sera 0 autrement. D'accord? Donc, vous avez codé d'un point de vue neuronal la table des vérités. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, alors l'information, vous l'avez à quel niveau? Ben, vous l'avez au niveau des poids de connexion. D'accord? C'est vraiment en raison du poids que j'ai mis sous les connexions que je représente correctement l'implication logique. D'accord? Là, l'implication logique, vous l'avez dans les symboles logiques. Là, vous l'avez d'un point de vue distribué sous les poids de connexion entre les neurones du cerveau. C'est pour ça que nous, les humains, on arrive à faire des opérations logiques avec notre cerveau. C'est l'idée que ces opérations logiques sont codées au niveau de notre cerveau. D'accord? Il ne faut pas des systèmes neuronaux très compliqués. Avec 2 neurones d'entrée et un neurone de sortie, vous codez l'implication logique entre A et B. OK. Alors, une autre distinction importante qu'il faut mettre en relation entre la distinction que je viens de faire entre IA symbolique et subsymbolique, c'est la distinction entre système E1 et système 2 qui est faite par un psychologue. Alors, c'est Daniel Kahneman. Il est décédé récemment. Lui aussi était un prix Nobel en fait en économie. Mais sa grande contribution à la science a été de mettre en relation l'économie avec la psychologie. Donc, et il a travaillé beaucoup sur tout ce qui est les processus décisionnels humains. Il est très connu, Kahneman, pour, par exemple, sa recherche sur les biais cognitifs. C'est-à-dire, il a vu que les humains font des erreurs systématiquement dans les processus de prise de décision. Ce qu'il a fait, lui, c'est aller voir quelles sont vraiment les erreurs qu'on fait de façon systématique. Ici, ce qu'il dit, c'est plutôt sa contribution à la théorie duale de la cognition. C'est l'idée que, en fait, notre pensée et notre cognition est organisée sur 2 niveaux. Les niveaux du système 1 et les niveaux du système 2. Le système 1, c'est tout ce qui est système automatique, système instinctif. C'est tout ce qui est notre intelligence des routines. Et ça, c'est probablement les 90% de notre activité quotidienne. On est constamment dans ce niveau d'intelligence. C'est le niveau automatique. Quand on prend notre voiture et on conduit, on ne pense pas à ce qu'on est en train de faire, notamment conduire. Au début, oui, quand on fait l'école de conduite, oui, chaque action, micro-action qu'on exécute en phase d'apprentissage quand on apprend à conduire, ou bien à apprendre à jouer un instrument, à jouer un piano, à jouer une guitare, à jouer la guitare. En fait, au début, chaque micro-mouvement, il est parfaitement contrôlé. Donc, on est au niveau de système 2. Mais après, quand on a appris la tâche, quand on a appris à conduire, quand on a appris à jouer un instrument, on a automatisé. Donc, notre comportement, il est complètement routinisé. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est ce que Kahneman appelle le système 1. Les systèmes 2, par contre, c'est des systèmes délibérés qui demandent de la réflexion, qui demandent de la délibération. Donc, c'est tout ce qui est la pensée réfléchie. Alors, l'IA symbolique est très bonne et très adaptée pour les systèmes 2, parce que la logique, c'est exactement la réflexion, tout ce qui est réflexion et raisonnement, alors que le système 2, le système 1, il est très bien modélisé par l'IA subsymbolique. Donc, on retrouve cette distinction au niveau du système 1 et système 2. Donc, cette distinction, ça ne vient pas de l'IA. Kahneman, ce type de... Ça, on la retrouve en psycho plutôt, c'est de la psychologie cognitive.
Donc, encore une fois, je voudrais souligner et mettre en relief l'effet qu'on est constamment en connexion avec d'autres disciplines. Donc là, je vous parle de quelqu'un qui a travaillé en sciences cognitives, mais on est constamment en connexion avec ce type de discipline. Donc là, je vous donne quelques exemples d'IA symbolique pour vous dire, vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'on fait en IA symbolique? Qu'est-ce qu'on fait en IA subsymbolique? Donc ça, c'est un modèle à moi. Vu que le temps passe vite, je pense que je vais... Bon, ça, c'est en fait, ça, c'est un schéma de raisonnement humain qui englobe à la fois tout ce qui est dimension motivationnelle et tout ce qui est dimension épistémique. Mais je pense que je vais plutôt vous parler de ça, c'est comment fonctionne la planification. OK? Ça, c'est une des domaines les plus, comment dire, les plus connus en IA symbolique, c'est le domaine de la planification. Donc, on veut faire des systèmes qui sont capables de planifier. Donc, je vais vous donner juste une petite idée de ce que c'est la planif. Planifier, ça veut dire essayer de construire un plan d'action qui nous permet d'arriver à atteindre un certain but. OK? Donc, la planif, c'est la tâche qui consiste à trouver les plans pour les buts, hein, pour pouvoir atteindre les buts. Donc, on appelle ça en anglais les goals. Les buts, c'est les goals. OK? Donc là, je vous donne un exemple. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle planification classique. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ce qu'on appelle un système d'état. Alors ici, les jeux, les plans, ça consiste vous avez une table et vous avez des cubes, des blocs. OK? Vous avez les 1 et les 2. Donc ça, c'est l'état initial. Donc vous avez 1 sur 2 et il se trouve à droite de la table. OK? Et on va arriver à l'état but qui est celui-là, où les deux cubes sont à gauche et 2 est sur 1. OK? Et en fait, les actions que j'ai le droit d'exécuter, c'est, vous avez move, c'est bouger les cubes 1 à droite ou bien à gauche, ou bien bouger les blocs 2 à gauche ou à droite. Donc vous voyez bien, donc vous êtes dans l'état initial. Si je bouge 1 à gauche, elle est left, OK? Je passe de cet état-là à cet état-là. Ensuite, j'ai fait bouge 2 à gauche. Donc, je vais arriver à l'état final. Voilà, donc un plan, c'est une suite d'actions qui me permet de l'état initial d'arriver à l'état but. D'accord? Donc, et on veut faire des systèmes qui trouvent les plans. Et comment on les fait? On les fait avec la logique. Vous avez un langage logique qui vous permet de représenter l'état but. Voilà, c'est quoi l'état but? C'est ça. Je veux que les cubes 1 soient... excusez-moi, pourquoi j'ai mis ça? Right. Ah non, j'ai dû inverser en fait. Oui, ça devait être L à la place de R, excusez-moi. Donc je veux que 1 soit à gauche, je veux que 2 soit à gauche, je veux que 2 soit sur 1. Donc un plan solution, c'est bouge 1 à gauche, bouge 2 à gauche, et... Attendez, je me suis complètement bourré là. Non, mais c'est pas ça l'état... Excusez-moi, je me suis trompé. Goal state, c'est pas ça, c'est celui en haut. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, mon état but, c'est... L'état initial, c'est j'ai 1 sur 2. Et l'état but, je vais qu'ils soient tous les deux à droite, mais je vais inverser la position. Je veux que 2 soient sur 1. Donc, la solution, c'est... tu bouges 1 là, tu bouges 2 là, et après, tu les repasses de l'autre côté. Voilà, il y a une erreur. C'est ghosté, c'est pas celui-là. En bas, c'est celui en haut. Donc, OK. Donc, les solution plans, c'est bouge 1 à gauche, bouge 2 à gauche et bouge 1 à droite. Voilà. Donc, en fait, on fait en planification, on veut avoir des systèmes qui génèrent ce type de plans.
Alors, je vous parle maintenant un peu des IA subsymboliques. Ce sont quoi les modèles d'IA subsymboliques? Je n'ai déjà un peu parlé. Ce sont les réseaux de neurones artificiels. C'est les modèles les plus connus. En fait, là, on est dans un sous-domaine de l'IA qui s'appelle le domaine de l'apprentissage automatique, ou machine learning. Ces types de systèmes sont extraordinairement performants pour les tâches de classification. Par exemple, reconnaître des formes. Là, vous avez un des tests les plus utilisés en IA, on l'utilise beaucoup pour des évaluations expérimentales, c'est reconnaître les chiffres de la calculette qui vont de 0 jusqu'à 9. OK? Donc, vous avez des chiffres, je vais avoir un système qui est capable de reconnaître si c'est un 0, si c'est un 1, si c'est un 2, un 3, un 4, un 5, etc. Donc là, on est dans les machine learning qui met en connexion l'IA avec les statistiques et les domaines des big data. Après, une distinction importante qu'on fait dans les domaines des réseaux de neurones artificiels, c'est entre apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. Supervisé, ça veut dire qu'on présuppose l'existence d'un maître, si vous voulez, qui dit au système, tout est trompé, tu as eu raison. Donc l'apprentissage existe, en- on apprend grâce à quelqu'un qui nous dit ce qu'on a fait correctement, ce qu'on n'a pas fait correctement. Ça, c'est tout ce qui est l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, par contre, n'utilise pas un maître, mais il est basé sur la capacité à reconnaître des régularités. OK? Ça, c'est typiquement de l'apprentissage des types statistiques. OK, donc là, je vous donne juste quelques mots-clés d'exemples des systèmes des réseaux de neurones artificiels. Donc, le premier système qui a été proposé est, enfin, à l'époque, ça c'est un travail de Minsky et Papert, c'est des années 70, c'est les perceptrons. En fait, les premiers des réseaux de neurones artificiels, c'était des réseaux de neurones avec une seule couche. On a la couche des inputs, OK? Et on a la sortie des outputs. Alors, les problèmes de ces types de systèmes monocouches, c'est qu'ils peuvent apprendre que des fonctions linéairement séparables. Donc, qui connaît un peu les maths, la notion des fonctions linéairement séparables, ça veut dire que si vous êtes dans un espace bidimensionnel, vous avez une ligne qui arrive à séparer les cas positifs des cas négatifs. Ou si vous voulez les réduire dans un point de vue multidimensionnel, si vous êtes dans un espace multidimensionnel, vous avez un plan qui arrive à séparer les cas positifs des cas négatifs. Donc ça, c'est une fonction linéairement séparable. Donc avec un perceptron monocouche, vous pouvez que apprendre des fonctions linéairement séparables. Si vous voulez avoir un système d'intelligence artificielle qui est capable d'apprendre des fonctions qui ne sont pas linéairement séparables, il faut avoir plusieurs couches. Et là, on rentre dans tout ce qui est réseau des neurones multicouches qui utilise un algorithme d'apprentissage qui s'appelle la propagation en arrière ou backpropagation. Donc ça, c'est très technique, donc je vous donne juste quelques mots-clés. Si vous voulez en savoir plus, dans les moments des questions, on pourra en discuter. Après, là, je cite les Hopfield Networks. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Il y a l'apprentissage supervisé qui utilise un maître, quelqu'un qui nous dit ce qui a été correct, ce qui a été pas correct. Et après, il y a des réseaux de l'apprentissage non supervisé, par exemple, en utilisant la règle de Hebb, qui dit que si je vois deux événements qui ont lieu en même temps, je dois renforcer les liens entre ces deux événements. D'accord? Donc, les poids de la connexion entre l'événement A et l'événement B, si j'observe que A et B ont lieu souvent ensemble, se renforce. C'est l'idée que cells that fire together wire together. C'est-à-dire des cellules qui s'allument ensemble, il faut que se renforcent mutuellement. Ça, c'est l'idée de la règle de Hebb. OK? Après, on rentre, là je vous cite juste les réseaux de neurones artificiels modernes. Donc là, on rentre dans les domaines de l'apprentissage profond. Là, ça c'est les GAN, ça c'est très récent, ce sont les réseaux Generative Adversarial Networks. Pour finir avec les Spiky Neural Networks, ce sont des réseaux de neurones artificiels qui sont plutôt, comment dire, sont d'inspiration plutôt neurobiologique. OK? Euh, Ok, je vois que le temps passe
vous reste Donc, 10 minutes, hein. 10 minutes environ. je vais conclure rapidement. Et OK. Oui, voilà. Voilà, donc, Il vous reste 10 minutes. 10 minutes. ça, c'est tous ces proches. OK, donc, OK, donc dans les temps qui restent, je vais juste. Donc là, je voulais juste vous dire que tout ce qui est IA symbolique et IA subsymbolique, actuellement, on y travaille à l'intégration de deux niveaux. Comment, donc la question de recherche difficile ici, c'est comment on mélange, on combine la logique avec les réseaux de neurones. Donc, il y a plusieurs façons de combiner ces deux approches. Donc là, mais aussi, si vous avez des systèmes comme les LLM, par exemple ChatGPT, on veut bien avoir des systèmes hybrides qui intègrent à la fois de l'apprentissage par renforcement sans représentation explicite de l'information avec une module de contrôle de haut niveau basé sur la logique, les systèmes des bas niveaux qui se basent sur l'apprentissage par renforcement. Donc, de plus en plus, des chercheurs dans notre domaine essaient de combiner les deux points de vue. Alors, je vais conclure rapidement sur IA et société parce que je pense que pour une conférence comme celle-là, il est important aussi de comprendre parce que c'est une conférence grand public. Donc, souvent, moi, quand je parle avec les gens qui ne sont pas du domaine de ce que j'ai fait, il y a de l'inquiétude. Donc, surtout il y a quelques années, mais enfin, même ça, actuellement aussi, peut-être on s'est un peu rassuré dans les derniers temps parce que je pense qu'il y a une sorte de réaction psychologique des gens. Quand on voit que la technologie envahit notre société, on s'adapte de plus en plus, la peur disparaît un peu. Effectivement, dans les dernières années, ces systèmes d'IA ont envahi notre quotidien. Donc, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était peut-être un peu plus inquiet parce qu'on les voyait, on n'était pas encore complètement à l'aise avec ces technologies, elles venaient juste d'arriver, mais quand même, on se pose des problèmes. Donc là, il y a les mots singularité. En fait, ça, c'est Stanislav Ulam, c'était un physicien dans les années 50. Lui faisait partie du projet Manhattan pour la création de la bombe nucléaire. Enfin, il y a eu des films Oppenheimer l'an dernier qui parlaient de ça. Donc Ulam, il faisait partie du projet Manhattan aux États-Unis pour la construction de la bombe nucléaire. En fait, et là, on s'est posé déjà ces problèmes de la singularité. C'est-à-dire, on arrive à un certain moment dans l'histoire de l'humanité où, en fait, il y a une certaine révolution dans l'utilisation de la technologie qui nous fait penser qu'on ne reviendra pas en arrière, qu'en fait, ça va nous changer complètement la vie, des quotidiens. Donc là, il y a la singularité. Et donc, la singularité, ici, ça semble de plus en plus lié à l'utilisation des technologies issues de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que ce type de technologie va nous révolutionner nos vies et peut-être de façon néfaste? Ça, c'est un peu l'inquiétude qui pourrait nous... Enfin, on se pose des questions par rapport à cette notion de singularité liée à l'intelligence artificielle. Donc là, j'essaie aussi de revenir sur un vieux débat qui est lié. Enfin, là, en fait, je transfère les débats qu'il y a eu dans les années 40 et 50 au sujet du nucléaire à l'époque actuelle. Il me semble qu'il y a beaucoup d'analogies entre ce qui discutait à l'époque et ce dont on discute aujourd'hui. Là, c'est en fait les manifestes Russell-Einstein en 55. L'idée qu'en fait, il faut que les scientifiques se réunissent pour se poser des questions et comprendre c'est que la technologie qu'ils sont en train de développer quelles conséquences va avoir au niveau de la société. Bien sûr, donc Russell Einstein, il ne parlait pas d'IA, hein, il parlait de nucléaire, en fait. Alors, le problème, c'est ici que c'est la technologie, il faut la voir comme un artefact.
Donc, un artefact, il a des fonctions et des usages. C'est comme un marteau. Des technologies issues des lias, on peut les voir comme des artefacts de la même manière qu'un marteau, de la même manière qu'un véhicule, de la même manière qu'un verre, etc. Donc, un outil, un artefact, ça dépend comment on va l'utiliser. Donc, un marteau, on peut l'utiliser pour enfoncer des clous. Donc, ça, c'est la fonction originale de l'artefact. Mais aussi, on peut l'utiliser comme arme. Donc, ça, c'est un usage différent de la fonction qui a été attribuée à l'objet au moment de sa conception. D'accord? Eh bien, là, on a un peu les mêmes problèmes. Nous, enfin, les scientifiques et ensuite les ingénieurs nous proposent des technologies d'IA, pas qu'à nous, hein, en tant que citoyens, aux politiciens, à tous aux différentes catégories sociales, en fait. Et le problème, c'est comment on les utilise, ces technologies. Et de la même manière, des mêmes types de questions, on peut se la poser par rapport aux réseaux sociaux, par exemple. Ça dépend, on peut les utiliser de façon positive. Un réseau social peut être utilisé pour informer les gens dans le cas d'une catastrophe. Par exemple, ça a été utilisé d'ailleurs. Il y avait un cas de l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook dans des cas d'un tremblement de terre en Japon. On avait pu informer la population de façon très rapide. Mais les réseaux sociaux ont aussi des utilisations néfastes si on pense à l'utilisation massive qu'ils font à nos enfants. Par exemple, voilà, donc c'est tous ces aspects-là. Merci de passer à la conclusion. On va laisser la parole à la salle. Oui. Merci. Donc, j'ai conclu en disant que, en fait, ça, c'est les problèmes de l'utilisation et des fonctions de technologies, mais en fait, les gros risques qu'on n'est pas encore en train d'y faire face, c'est les problèmes de l'autonomie. Je vous ai parlé d'intelligence comme autonomie. Eh bien, je ne pense pas qu'à l'ère actuelle, nous avons des machines qui sont autonomes dans le sens d'arriver à auto-générer des motivations. Donc, les machines actuellement font ce que les concepteurs lui demandent de faire ou qu'il veut qu'elles fassent. Donc, peut-être on pourra se poser des problèmes, des inquiétudes plutôt au moment que ces machines auront de l'autonomie dans le sens que je viens de définir. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc ça c'est une tâche de reconnaissance assez standard. C'est juste reconnaître une forme particulière. Donc, comme je vous ai dit, à l'ère actuelle, en fait, c'est difficile, c'est pas binaire, hein, dans le sens, l'affirmation que vous venez de faire, il faudrait la faire de façon nuancée, dans le sens suivant. Il y a 20 ans, on aurait eu beaucoup de mal à faire des systèmes qui sont capables de reconnaître des formes ou qui reconnaissent des véhicules, qui reconnaissent des visages. À l'ère actuelle, on fait des systèmes qui sont très performants. Et ces systèmes, ils sont issus des techniques d'apprentissage automatique, ce que je vous ai présenté comme IA subsymbolique. Donc après, dans ce type d'IA, on parle des taux d'efficacité. Okay? Donc par exemple, dans des tâches comme WordNet ou dans la tâche là, de reconnaissance des caractères que je vous ai montré, on n'arrive jamais à la perfection. Mais on a des systèmes actuellement qui arrivent au 95-98 d'efficacité. Ça veut dire que sous 100 images ils doivent détecter et reconnaître, ils sont capables d'en reconnaître 98 et ils se trompent 2 fois sur 100. Mais ils se trompent parfois, mais 2 fois sur 100. On est bien d'accord. Donc, on peut dire quand même, c'est pas mal parce qu'on a des systèmes qui sont capables de reconnaître, d'être très efficaces. Mais de l'autre côté, on peut voir aussi ces 2 erreurs sur 100 comme une faiblesse. Et je suis d'accord avec vous. Mais après, ça dépend dans quel domaine. Par exemple, si on doit reconnaître un danger, probablement on voudrait avoir une efficacité qui est plus élevée de 98%. OK? Mais quand même, c'est déjà pas mal. Et en fait, il faut imaginer la science et l'évolution technologique pas comme quelque chose de binaire, mais c'est comme une courbe qui
et on peut dire que cette courbe exponentielle a été exponentielle au cours des dernières 10 années. Donc, on arrive à développer des systèmes actuellement qui ont des efficacités vraiment incroyables par rapport à ce qu'on était capable de faire il y a 20 ans. Donc, ça, c'est la prémisse à votre question. Maintenant, j'arrive à expliquer pourquoi ces systèmes se trompent. OK? Alors, les systèmes se trompent parce qu'en fait, les types d'apprentissage qu'on fait, c'est un apprentissage statistique. D'accord? En fait, nos systèmes-là, ils apprennent à partir d'une base de données. D'accord? C'est-à-dire, ils observent des cas précédents, des images. Donc, par exemple, supposons qu'on veut faire un système qui doit reconnaître des chats. OK? Ces systèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris à partir d'une base de données d'images des chats. D'accord? Donc, après, ils vont devoir détecter une nouvelle image qu'ils n'ont jamais vue avant. Et supposons que c'est un chat. D'accord? Mais ils doivent classifier une nouvelle image qu'ils n'ont jamais vue. Donc, si on connaît un peu de ce qui est les probas, en fait, on a toujours un marge d'erreur parce que l'image qu'on va devoir classifier, on ne l'a jamais vue. D'accord? Après, les marges d'erreur sera plus bas en fonction de plus sera grand la base de données, moins sera l'erreur. Et bon, après, c'est aussi lié aux techniques d'apprentissage qu'on développe, parce que, en fait, ça. Comment je peux vous dire? En fait, c'est les modèles mathématiques qui est derrière les algorithmes d'apprentissage. On peut savoir, par exemple, souvent tomber dans des maximaux locaux. D'accord? En fait, comment fonctionnent ces modèles d'apprentissage? En fait, c'est un modèle qui essaie de réduire au minimum l'erreur. OK? Et en fait, il doit apprendre la fonction. Ce qu'on est essayer d'apprendre, c'est en fonction. Mais parfois, dans une fonction, on peut attendre un minimal local. Mais un minimal local, ce n'est pas le minimal global. Donc, les systèmes croient d'avoir atteint l'optimal, mais il n'est pas arrivé à l'optimum. L'intelligence artificielle et la médecine. Appliquée à la médecine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, ça permet, ces genres de systèmes pourraient être utilisés pour faire du diagnostic ou aider les médecins, l'humain, à poser un diagnostic. D'accord? Mais pas que. En fait, dans l'imagerie médicale, on utilise de plus en plus des techniques issues de notre domaine pour détecter. Ça peut être des cancers pour détecter des maladies à partir d'un scanner, en fait. Ça, c'est de plus en plus utilisé. Enfin, ça a révolutionné les systèmes. Mais ça, c'est un cours, hein, c'est pas des perspectives. De plus en plus dans les domaines médicaux, ces types de technologies sont utilisées. Après, je ne pense pas qu'on arrivera à remplacer les diagnostics humains, mais on peut voir ce type de système comme de l'aide à la décision. Okay? Enfin, au final, ça sera toujours l'humain qui pose les diagnostics, mais il pourra avoir accès à un système de ce type-là qui l'aidera à prendre la meilleure décision.